sois prêt à perdre ce que tu n'as pas mis dans Bitcoin. Tu vois, c'est ce que tu mets dans Bitcoin, tu ne veux pas le perdre. Ce que tu n'as pas mis dans Bitcoin, il faut que tu sois prêt à le perdre. Et Bitcoin, moi je le vois comme quelque chose de très stable, de peu risqué. Alors évidemment, il y a toujours des risques, mais de ce point de vue-là, c'était essayer en toute humilité, de changer un peu la narrative qu'il y a en France autour du Bitcoin, qui est vachement, qui est noyé en fait dans les discours de crypto-monnaie, et essayer de montrer que non, en fait, c'est un compte épargne qui se veut concurrencer le désastre qui est le livret A. Et donc du coup, il faut aider les Français au mieux qu'on peut à ce qu'ils comprennent ça pour potentiellement en détenir et passer sur un Bitcoin standard, quoi. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleeco.com/podcast. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Angle Entrepreneur. Thibaut Maréchal, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es le fondateur de Dox Reserve et de Nox. Oui. Et pour faire simple, c'est de la conservation de Bitcoin et tout ce qui a lieu à justement l'initiation, l'éducation, la formation pour protéger son argent par soi-même. Parce que le principe avec Bitcoin, c'est qu'on a 24 mots qui nous empêchent de dormir, qu'il faut absolument garder dans un endroit où on sait qu'on pourra les retrouver pour restaurer l'accès à ces fonds. Et c'est toute une science, enfin, c'est des process plutôt. Alors explique-nous rapidement comment ça marche justement, la peur de la perte de ces 24 mots, la peur de la souveraineté personnelle et en quoi tu peux calmer les angoisses et apaiser les craintes et donner des solutions. Alors en gros, il y a deux entreprises. Nox, j'étais jeune employé, c'est une entreprise qui est basée au Canada. Elle fait un service de conservation pour des entreprises. Donc à la base, c'est si une entreprise détient du Bitcoin pour des clients, de par son activité, admettons, de trading, parce que c'est une entreprise qui fait c'est un échange, sa fonction principale n'est pas de faire de la conservation, du coup elle va le déléguer à quelqu'un d'autre. Donc ça, Nox vient justement, va saisir ce marché-là. Donc c'est des utilisateurs qui vont laisser des fonds sur un échange crypto, et Nox est finalement en infrastructure de sécurité derrière, et permet de protéger cet encours avec une police d'assurance qui peut être de 0% comme qui peut être de 100% pour couvrir tout ce qui est perte et vol du Bitcoin. Et il y a des gros clients chez Nox, c'est pas le petit truc. C'est des grosses entreprises, échanges, type tous les échanges qu'on connaît relativement gros. Et qui finalement, on peut donner des noms des noms de business de clients de Nox, non, parce que c'est pas chose qu'on fait. Mais l'idée, en fait, c'est de dire, voilà, l'échange, il est payé pour offrir un carnet d'ordre relativement liquide et matcher des bids et des asks. Donc les échanges chez Binance, Coinbase voilà, et tout ces trucs-là. Kraken, etc. Mais l'échange, il n'est pas payé pour faire de la conservation. Et le problème, c'est que ces clients, lui, ils laissent des tokens, ils laissent du Bitcoin sur ces échanges parce que soit ils ont tout simplement la flemme de garder le Bitcoin, soit parce qu'ils veulent que le Bitcoin soit disponible pour pouvoir le trader. Et donc, voilà, de par ce cas d'usage-là, les échanges ont fait de la conservation historiquement parlant. Et d'ailleurs, ça c'est un peu une anomalie parce que si tu regardes les systèmes financiers traditionnels, un échange type Nasdaq, il n'a jamais fait de custody pour des titres financiers. Derrière, il y a des banques, BNY Mellon, State Street, qui elles-mêmes vont travailler avec des entités qui font du clearing, qui elles-mêmes travaillent avec les échanges. Bref, il y a tout un tas d'intermédiaires. Donc ça, c'est pour Nox. Mais ça s'est fait avec le temps, donc après, voilà. Absolument, et c'était la thèse du coup de l'entreprise qui a été lancée donc en 2018 avec un grand fonds institutionnel Fidelity au Canada, qui eux en fait avaient investi dans Nox en disant, voilà, on sait qu'il va y avoir une séparation de ces fonctions entre la fonction d'échange et la fonction de custody. Donc d'un côté l'exécution d'ordre et de l'autre côté la conservation de ces ordres après l'exécution et le règlement, donc le settlement. Et donc l'idée c'était de développer un produit qui soit responsable dans son approche et qui permette autant à des échanges qu'à des fonds d'investissement, voire même des fiduciaires type trust, de faire de la conservation pour compte de tiers au Canada et aux US, quoi.
Donc ça, tu démarres chez Nox. Alors déjà, tu viens d'où, toi, personnellement? T'es né où? Qu'est-ce que tes parents, ils étaient quoi? Riches bourgeois, pauvres paysans? Qui tu es à la base? Fonctionnaire, mes parents. Fonctionnaire. Ouais, Et tu viens d'où? moi, je viens de Nice, né à Nice, donc éduqué à Nice jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, je suis parti au Canada. J'ai fait Montréal pendant presque 10 ans. Donc à Montréal, Bon élève, petit? ouais, bon élève, mais toujours un petit peu, comment dire, chahuteur. C'est-à-dire? Problème avec l'autorité dans les salles de classe, dirons-nous. Après, la séance psychologie, on pourra la faire offline si tu veux. Et c'est important parce que dans ces périodes-là, moi, ce que j'ai beaucoup remarqué chez les entrepreneurs, c'est que le problème à l'autorité en classe, il est souvent là. Ouais. Ah oui, non, mais clairement. L'idée, c'est en fait, quand je suis parti de France à 18 ans, c'était pour trouver un système éducatif qui soit un peu plus ouvert que le système français où il fallait faire la prépa, les 2 ans, peut-être la 3e année où tu cubes, où tu travailles voilà, tête baissée et où tu n'as pas de vie sociale. Et finalement, voilà, ça ne me convenait pas trop ce mode d'approche-là. J'ai fait un lycée international en France, le CIV dans le sud de la France. Et comment t'es arrivé dans ce lycée international? Par quel... C'est un peu par hasard en fait. Mes parents m'ont parlé d'un test de langue en fait. C'était en CM2. Et enfin, on va loin là. Et, et en CM2, ils m'ont dit tiens, il y a un test, c'est une école internationale, fais-le. Ça vient d'ouvrir pour les gens, les franco-français qui ne parlent pas anglais. Voilà, si ça se passe bien, on verra. Et si tu l'as pas, tu l'as pas, et puis basta quoi. Parce qu'ils n'étaient pas hauts fonctionnaires, ils étaient juste fonctionnaires. Ah non, parents, oui, fonctionnaires, pas... non. Oui. Mon père, il travaille dans l'éducation nationale à Monaco, dans la cuisine. Il est prof de cuisine. Et ma mère, elle est dans l'éducation nationale française, lycée, voilà, plus traditionnel. Et pourquoi je t'ai raconté ça? Au niveau en fait donc de ce test que j'ai fait là au CM2, voilà, je l'ai fait au hasard. Bon, il s'avère que j'ai été pris. Et en fait, c'était un lycée international où il y avait pas mal de cours en anglais. Donc j'ai appris l'anglais en lisant du Shakespeare et en étudiant le programme de Nixon dans l'histoire américaine. Et après, du coup, je suis parti au Canada, à McGill, pour essayer d'éviter de me prendre le modèle franco-français dans la face au niveau de la prépa et faire plus une école, on va dire, un peu plus à l'américaine. McGill, c'était voilà, le grand campus. Il y a l'intégration des freshmen. Je me souviens, c'est une semaine ou de beuverie où c'est les pom-pom girls, les joueurs de foot, machin, et c'est la fête pendant 3 ans, quoi, où tu profites un peu de la vie étudiante là-bas. Donc j'ai fait ça 3 ans à McGill, où j'ai étudié le système d'information. Donc c'était un mix d'informatique et de business. Puis après, j'ai décidé de rester à Montréal pour mon premier taf, qui était un boulot dans un fonds d'investissement qui s'appelle Real Ventures. Et eux faisaient de l'investissement dans du venture, quoi, donc investissement dans des startups en tech. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai commencé à plus m'intéresser au Bitcoin. Et alors, à l'époque, c'était le monde des crypto-monnaies. On est en quelle année là? C'était en 2015 que j'ai rejoint le fonds d'investissement. Et en fait, donc, en regardant un peu le portefeuille, j'ai vu qu'il y avait une boîte que je ne comprenais absolument rien de ce qu'ils faisaient, qui était Blockstream. Et en fait, dans laquelle Real avait l'idée le seed en 2014. Avec, c'était Reid Hoffman à l'époque, là, le gars de LinkedIn, et d'autres investisseurs canadiens et américains. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est marrant, mais Montréal a un côté vachement fertile au niveau de tout ce qui est cryptographie et Bitcoin. Parce qu'il faut savoir que, en fait, il y a pas mal de chercheurs là-bas, il y a pas mal de boîtes tech qui ont bien réussi à Montréal dans les années 90, quand aux US, la cryptographie était vachement régulée. Comme ça avait été régulé un peu comme une arme militaire, l'export de la cryptographie pouvait pas se faire en fait, au-delà de la frontière américaine. Et donc il y a plein de chercheurs, il y a notamment une grosse boîte qui s'appelle Zero Knowledge, qui s'est développée à Montréal.
et avec notamment Adam Back et Austin Hill, qui sont deux personnes clés de Blockstream à la base. Bref, je divague un petit peu, mais l'idée derrière ça, ça a été vraiment en fait mon introduction au monde Bitcoin, real, et du coup, c'était en 2016-2017, donc presque 2 ans après avoir rejoint le fonds, ils ont commencé à développer une thèse crypto à l'interne, donc crypto. Et le gros bloquant, c'était la custody. Donc il y avait La conservation des fonds. Voilà. C'était, donc il y avait la thèse d'investissement. C'était OK, on va essayer avec 2 millions de dollars. OK, j'achète du Bitcoin ou peu importe. Où est-ce que je les mets ensuite en conservation? Et en tant que fonds d'investissement régulé, qui doit rendre des comptes à d'autres investisseurs qui en fait allouent le capital au fonds d'investissement, au gestionnaire. Le gestionnaire qui est décisionnaire dans l'investissement ne peut pas aussi être la personne qui est responsable de la custody. Ces deux fonctions, ça doit être séparé. Et c'est comme ça qu'on a commencé un petit peu à regarder est-ce qu'il y a des entreprises qui font ça dans l'industrie. Puis finalement, on est tombé sur Nox et moi, donc, j'ai sauté en fait de Real à Nox, quoi. Bon, ça, c'était en 2018. Est-ce que les entrepreneurs chez toi, j'imagine, si tes parents sont fonctionnaires, c'était quoi un entrepreneur à la maison? C'est quoi comme bestiole? Est-ce qu'on connaissait? Est-ce que c'était un truc chelou? Est-ce que... Ouais, un truc un peu chelou et irrationnel. C'est surtout ma grand-mère qui me parle de ça souvent et qui me dit non mais moi je sais pas comment tu fais, pareil, fonctionnaire, physicienne, prof de physique. Et moi je sais pas comment tu fais, ça m'inquiéterait, je pourrais pas dormir. Voilà, elle a 83 ans, elle est hyper dynamique, mais voilà, ça a jamais été l'entrepreneuriat dans la famille, ça a jamais été le truc de base, quoi. C'était mal vu ou on n'en parlait pas parce qu'on savait pas ce que c'était? Ouais, c'était vu comme quelque chose de très risqué et très instable. Et donc il valait mieux tout simplement privilégier la sécurité plutôt que la liberté d'essayer quelque chose, quitte à se planter et à se relever. Je pense que c'est deux modèles, c'est deux mentalités différentes et c'est sûrement aussi grâce à mes parents et à ce cadre un peu de stabilité et de sécurité que justement aujourd'hui j'ai réussi à oser me lancer et à tenter l'aventure. Comment t'es passé du bain d'eau quoi. au bain d'huile, quoi? Je veux dire, comment t'as passé le cap de l'entrepreneuriat en disant en fait je vais monter ma boîte, ça a l'air cool. Ouais. Sachant que tout petit on t'a dit ah tu sais là-bas c'est sauvage, c'est la jungle, il y a des araignées, des pitons, on peut mourir tous les 100 mètres. Ouais, c'est ça. Mowgli c'est dans les dessins animés, en vrai toi tu vas claquer au bout d'1 kilomètre. Clairement. Honnêtement, c'était essai-erreur. J'ai eu une grosse désillusion, on va dire, à l'université, où j'ai fait ma guilde, je me suis dit, je vais aller en finance, je vais aller Goldman Sachs, JP Morgan, et je vais faire plein de thunes, ça va être génial. Et en fait, j'avais un ami qui était un peu plus vieux que moi, qui a détesté ses stages, il était chez Goldman. Et c'était vachement dur. Et puis même, une espèce de compétition, c'était très, très malsain comme milieu, le côté banking et investment banking qui est vraiment particulier. En mode le Wall Street, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Où tu vas bosser 100 heures par semaine, ce qui est humainement impossible, à faire du data crunching sur Excel. Et puis bref, c'était très froid. Je trouvais que ça manquait vraiment je sais pas moi, d'humain et de choses normales qu'on pourrait avoir avec des amis quand on sort le week-end ou quoi. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça le monde du travail? Est-ce que je dois forcément m'exposer à quelque chose qui est rigide et qui est froid et qui est uniquement basé sur le statut et sur la politique? Il y a beaucoup de politique aussi dans les grosses entreprises. Évidemment, je généralise. Mais du coup, je pense que cette expérience à McGill m'a un peu refroidi. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer des petits projets sur le côté, bricoler à droite à gauche. Et à la base, en fait, c'était ça. C'était bricoler. Des fois, au lieu de sortir en beuverie le jeudi soir, c'était, tiens, je vais coder un petit truc avec des amis et puis voir ce qu'on peut en tirer. Et d'ailleurs, grâce à ça, ça a été un des premières expériences intéressantes que j'ai eues de ce côté-là,
où on a fait avec un projet un incubateur au MIT à Boston, où on avait été donc sélectionné en tant que projet d'entreprise étudiante pour aller dans cet incubateur. On a reçu un peu d'investissement et l'idée c'était de développer le produit pendant 3 mois et du coup ça va vachement... C'était quoi comme produit? C'était une plateforme de EdTech et l'idée c'était d'accompagner des étudiants dans leur curriculum universitaire. Alors après c'était un peu le business model moyen où en fait nous on avait toute une richesse et une structure de données que les universités n'avaient pas et qu'on utilisait finalement pour vendre des services de recommandation à des universités pour améliorer leur curriculum ou à des plateformes de MOOC qui à l'époque se développaient, voilà, comme edX, Coursera, etc. et qui voulaient faire de l'acquisition de clients par ce biais, quoi. Donc là, en gros, tu commences à tatouiller quand tu es étudiant, à faire des petits projets, tu te dis tiens, c'est marrant, je code, ça marche. Ça. Et tu continues tes études et tu vois, tu me dis si je me trompe, que la finance, on devient peut-être riche, mais qu'est-ce que c'est triste. Et globalement, tu pars faire ton stage en venture capital. Et là, tu rebondis chez Nox. Donc là, tu es toujours salarié. À quel moment tu quittes le navire pour monter ta boîte? Ta première société Ça a été en 2000, là récemment, en 2020. Alors, Nox, ça a été, donc j'étais le premier employé en fait, au-delà de l'équipe de base. Comme dans toute startup, il y a des rebondissements. Et finalement, alors oui, il y avait le côté salariat, mais c'était un peu comme une première expérience, on va dire, dans l'entrepreneuriat où il y a zéro roadmap, où il y a la possibilité de ne plus avoir de salaire dans quelques mois, et où tu te dis, il faut y aller, il faut essayer de trouver le truc, et puis tu y vas un petit peu à tâtons, tu fais tes hypothèses, et tu avances, et puis tu fais au mieux, quoi, finalement. En gros, ils t'ont promis des stocks, on ne paye pas trop, mais tu auras des stock options, ça va bien se passer, si on réussit, on va te mettre bien. C'est un peu le promesse de la startup. C'est le promesse de la startup, ouais, bien sûr. Bon, on n'est pas solide, on ne sait pas si on sera la semaine prochaine, mais au moins on va s'amuser, et puis si ça marche, tu deviendras riche, quoi. Exactement. C'est ça le C'est ça le deal. C'est ça le deal. Ouais, voilà. Et donc du coup, la vraie, on va dire, expérience entrepreneuriale sans rien, là, ça a été avec Dux, du coup. Ça, c'est la première boîte que tu as montée, Dux. De toi-même. Par moi-même, il y en a eu avant, mais j'étais à l'université. Il y en avait une, justement, cette boîte de EdTech qui amenait nulle part et on l'a fermée au bout de 1 an, quoi. Ouais, comme beaucoup d'étudiants. Voilà. Allez, on retourne au cours et on arrête ça, quoi. On arrête les conneries, on retourne et puis on verra plus tard. Voilà. Et comment tu passes justement de Nox à Dux? Comment ça se passe, la transition? Alors après, à l'époque, t'avais quel âge? Quelle époque? Quand tu crées Dux? C'était il y a 2 ans, quoi. 2020. Donc c'était, j'avais 26, 27. Donc pas de femme, pas d'enfant, enfin pas de position installée, quoi. Pas encore. Tu pouvais risquer. Il y a Ambre qui me fait coucou derrière. D'ailleurs, vous vous êtes rencontrés à quel moment là-dedans avec Ambre? Alors, il y avait plus de 10 ans en fait. C'était au lycée. En France? En France, ouais. Donc t'es allé à McGill aussi? Pas du tout. Pas du tout. On s'est rencontrés au lycée et puis il y a eu quelques petites anecdotes après une pause de 10 ans et on s'est retrouvés, c'était en 2020, ouais. Et donc là, quand je suis revenu en France, je suis revenu l'été 2020, quoi. L'été 2020, j'étais en France. À la base, c'était un vol Air France retour à Montréal qui s'est fait annuler à cause du Covid. Ça m'arrangeait bien, je me suis dit bon allez, je fais 3 mois en plus, puis finalement 3 mois se sont transformés en 6 mois et en permanent, et puis voilà. Et du coup Dux, on l'a lancé tous les deux, parce que vous êtes associés? Non, avec 2, on était 3, 2 associés, on n'était pas dans le projet à la base, et ça c'était la genèse, on va dire, c'était septembre 2020. Donc avec un associé technique, Alex, qui lui
et au Canada. C'est un Québécois pure souche. Ça faisait Il y a plein quelques de années Joe au que je le bec. connaissais. Il vient du Québec. Et après, avec une autre personne ici, qui fait plus partie de l'aventure d'ailleurs aujourd'hui. Et donc Ambre en fait a rejoint le projet, c'était en début 2021. D'accord. Voilà. Et donc, au final, là, parce que souvent dans la vie des entrepreneurs, le conjoint ou la conjointe, c'est quelque chose d'assez clé. Parce que soit elle supporte dans le sens, elle soutient, et elle supporte aussi dans le sens supporter. Soit elle subit. Et dans ce cas-là, ben voilà, c'est des. Ou alors, il y a des gens comme vous qui créent le conjointe fait partie de l'aventure, quoi. Clairement. Et donc ça, c'est plus votre scénario. Ben, honnêtement, et ça tu vois, c'est un truc qu'on m'a toujours dit, fais jamais de business en famille. Ouais, mais faut pas écouter les gens. Jamais de business en famille, si ça va pas avec la sœur, le Tu pètes tonton, tout. le cousin, tu pètes tout, c'est fini, le noyau familial est défoncé, on arrête tout et tu retournes je ne sais où. Et en fait, je pense que c'est complètement l'inverse. Je pense que l'entrepreneuriat, la meilleure chose à faire, c'est de le faire en famille. Parce que en famille, c'est là où il y a un lien de confiance. Alors évidemment, il faut essayer d'avoir une espèce d'équilibre entre la vie pro, la vie personnelle, c'est clair. Mais je pense que les business familiaux, et on les voit d'ailleurs, les vieux business qui perdurent dans le temps, que ce soit les JP Morgan, même les Chanel, les Vuitton, les trucs français qu'on connaît bien, bah, à la base, c'est des petits business familiaux, quoi. Après, maintenant, c'est sûr qu'ils sont JP gigantesques. Morgan, c'est plus très familial. Mais... Non, mais plus du tout maintenant, on est d'accord. On est bien d'accord. Et donc, bah, je pense que voilà, le noyau familial, il est super important pour le support, quoi, c'est clair. Et ben oui, puis on avait reçu aussi Chloé et Nico de Phil Mining qui ont entrepris en couple, voilà, et avec... Ah, désolé Chloé, je crois que c'est 2 enfants. Je sais pas si c'est un 3e, je crois que c'est 2. Désolé. Et on voit qu'ils n'ont pas du tout la même narrative, effectivement, que les gens dont tu parles et qui disent « Oh putain, tu vas mettre ta femme dans le coup, mais toi tu veux perdre ta boîte et divorcer en même temps, toi t'es un ouf, toi, t'es un grand malade. » Donc en fait, voilà, sur ce plan-là, vous êtes heureux, jeune et enthousiaste et en avant Guingamp, quoi. C'est vraiment... Clairement, après, il y a des hauts et des bas. all-in, quoi. All-in, ouais. All-in Bitcoin et all-in. Honnêtement, all-in ça parle Docs. toujours Bitcoin à la maison. Ouais, souvent. Ouais, on essaie de garder un petit équilibre au-delà du Bitcoin, mais On fait une souvent, pause, on va regarder le mystère Satoshi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais non, et puis je pense que c'est beau parce qu'au final, Bitcoin ramène l'épargne, la stabilité de l'épargne. La stabilité de l'épargne te permet d'épargner et du coup de prendre plus de risques. Si tu prends plus de risques, bah, la famille qui est ton support principal te permet de le faire sans stress additionnel. Donc finalement, je trouve que ça va bien ensemble tout ça, quoi. Et j'aime bien aussi le côté un peu plus traditionnel aussi d'un business familial qui a du skin in the game, tu vois. C'est là, pour le coup, tu peux pas avoir plus de skin in the game au niveau de la réputation, parce que c'est ma réputation, c'est la réputation d'Ambre, c'est nos amis qui ont cru dans notre business au début, ensuite c'est des amis d'amis, et puis c'est comme ça que que la sauce, elle prend forme. Et donc du coup, de ce point de vue-là, je pense que des business familiaux, c'est un modèle qui est très intéressant et qui a vachement de potentiel de réussite, tout autant, voire plus que des business où la famille n'est pas là, quoi. Donc là, pourquoi tu quittes la startup Nox au début pour créer Dox? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, oh bah allez, moi je vais y arriver. Enfin, les gars, ils ont une vision, ils ont un projet, et quel est l'élément qui fait qu'ils... Ah non, mais moi en fait, je vais pas faire ça. Je vais tirer tout droit, je vais faire mon truc. Bah, déjà, le fait qu'il y ait la France après le Canada. Alors même si le télétravail ça marche bien, etc., il y a toujours le côté décalage horaire, distance, etc. Puis après, je dirais, moi personnellement, ce qui me motive avec Bitcoin, c'est la souveraineté individuelle, c'est pouvoir
utiliser ou mettre à disposition un outil qui est le Bitcoin à des familles qui veulent se protéger de l'inflation, qui veulent un outil de pérennisation du patrimoine, qui veulent pouvoir gérer eux-mêmes leur épargne. Et Nox s'adresse plus à un marché d'enterprise, c'est des gros business, c'est des cycles de vente qui sont vachement plus longs. Et du coup, via l'intermédiaire du B2B, je trouvais que ce qui me manquait, c'était l'aspect vraiment à interagir avec le client, mais le client qui utilise finalement le Bitcoin, et pas le client qui est en l'occurrence l'échange qui utilise ton produit pour faire de la sécurisation. Et donc du coup, de ce point de vue-là, c'est vrai que le Dux, c'est un modèle complètement différent au niveau opérationnel et au niveau commercial que Nox Custody au Canada. Et donc du coup, moi à la base, ce que je voulais, c'était dire, ok, en France, il y a énormément d'entreprises qui sont dans le domaine. Il n'y en a pas beaucoup, le domaine il est tout petit, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le domaine qui sont sur les crypto-monnaies et qui sont sur l'aspect beaucoup plus spéculation, sur l'aspect prendre du risque et trader et peut-être tomber sur la pépite. Alors que moi je le vois complètement différemment. Le Bitcoin, c'est un outil de prudence. C'est sois prêt à perdre ce que tu n'as pas mis dans Bitcoin. Tu vois, c'est ce que tu mets dans Bitcoin, tu ne veux pas le perdre. Ce que tu n'as pas mis dans Bitcoin, il faut que tu sois prêt à le perdre. Et Bitcoin, moi je le vois comme quelque chose de très stable, de peu risqué. Alors évidemment, il y a toujours des risques, mais de ce point de vue-là, c'était essayer en toute humilité, de changer un peu la narrative qu'il y a en France autour du Bitcoin, qui est vachement, qui est noyé en fait dans les discours de crypto-monnaie, et essayer de montrer que non, en fait, c'est un compte épargne qui se veut concurrencer le désastre qu'est le livret A. Et donc du coup, il faut aider les Français au mieux qu'on peut à ce qu'ils comprennent ça pour potentiellement en détenir et passer sur un Bitcoin standard, quoi. Ce que Nox ne faisait pas du tout, étant donné que le marché Nox c'est au Canada, c'est Enterprise. Les grosses boîtes. Voilà. Et comment ça se passe quand tu veux créer une boîte dans la crypto? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes et de gens qui regardent en tant qu'entrepreneur et qui se disent ouais, alors moi j'ai 500 balles, alors la DeFi, vous voyez, 30% de rendement par an, j'y suis pas. La crypto, j'adore. Bitcoin, je suis convaincu. Comment je fais pour monter je veux monter une boîte parce que j'y crois. Et tu vois, et après tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? C'est comme notre associé sur Grand Angle tout court, il me disait, mais là, tu vas lancer Grand Angle Crypto, ok. Comment on gagne notre vie avec ça? Repose-moi la question dans 6 mois. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je sens que... Voilà. Comment toi, tu as fait pour te dire arriver au business model qui te dit je vais nourrir ma famille et gagner ma vie avec ça? Est-ce qu'il te faut des compétences informaticiens? Comment tu as réfléchi pour te dire je vais en faire un business? Déjà, il faut avoir des bons avocats. Surtout dans cette industrie, puisqu'en France, maintenant c'est régulé avec le PSAN, qui a été mis en place par l'AMF. Et du coup, il y a un côté, il faut comprendre le côté conformité, réglementation, comprendre le côté technique, comprendre le côté évidemment commercial et voir un peu comment se positionner dans le marché face à tout ça. Et tu as fait comment toutes ces étapes-là, toi? Honnêtement, ça se fait de manière progressive. C'est-à-dire que tu peux essayer de planifier au max que tu veux, mais la réalité, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes et qu'on découvre au fur et à mesure, quoi. On découvre au fur et à mesure. Le postulat étant, Bitcoin, c'est une option intéressante, voire même prudente d'épargne aujourd'hui. En France, il y a un méga gap dans le marché, dans le sens où il y a très peu de Français qui en détiennent. Et ceux qui le détiennent, peut-être le détiennent pour des raisons qui sont hors de ce placement d'épargne prudente. À long terme, évidemment, sur une horizon à long terme.
du coup, comment est-ce que je peux adresser ce trou dans le marché, ce gap? Et c'était quoi, toi? Et si on peut détailler étape par étape, au début, tu dis, allez, je vais vendre quoi? Comment je vais faire? À qui je vais m'adresser? Tu vois? Tu étais tout seul au début. Au début, j'étais seul et après, j'en discutais vachement justement avec Alex, le CTO. À la base, l'idée, derrière Duck, c'était de rendre l'accès à la conservation autonome vachement plus simplifié. Conservation autonome, c'est-à-dire détenir ses clés privées. Aujourd'hui, ça se fait avec un hardware wallet, admettons. Et dans notre entourage, il y avait beaucoup de... Alors, c'est pour ça, on part un petit peu je te donne je fais le rembobinage de Dux, quoi. Mais dans notre entourage, il y avait beaucoup de bitcoiners en fait, qui achetaient depuis quelques années déjà de manière récurrente, qui ont vu des plus-values importantes. Et du coup, je ne dis pas du jour au lendemain, mais sous 4 ans, tu es passé de quelques milliers d'euros à potentiellement des centaines de milliers d'euros, voire des millions. Et du coup, de ce point de vue-là, qu'est-ce que tu fais au niveau de ta sécurité personnelle? Comment est-ce que tu gères ça? Donc toi, tu connaissais des gens comme ça? Tu connaissais Oui, des gens qui avaient... oui. Voilà. Et du coup, tu te disais, tiens, je vais peut-être leur vendre une solution pour sécuriser leurs clés. Nous, à la base, Dux, on l'a fait pour nous. Le premier produit de Dux, c'était un produit que je voulais utiliser, que j'utilise et que j'ai utilisé et que j'utilise, qui est un coffre de multisignature. Donc en fait, si le modèle de base, c'est un portefeuille Bitcoin où tu as une clé, le modèle un peu plus sophistiqué, c'est un coffre. Donc portefeuille, une clé, coffre, plusieurs clés. Ça peut être 2 clés, ça peut être 10 clés. Et après, l'idée, c'est de te dire, voilà, si j'ai, admettons, un coffre où j'ai 2 clés sur 3 qui doivent être utilisées pour retirer, peu importe les 2 clés, finalement, tu peux, si tu fais bien les choses, améliorer ta sécurité. Après, évidemment, c'est vachement plus complexe et il y a peu de produits aujourd'hui qui démocratisent ça, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui qui ont le cul entre deux chaises. Il y a un côté, ok, je sais que c'est bien de garder ma propre clé, j'ai mon portefeuille Ledger, Trésor, peu importe, mais là, j'avais 5 000 euros, maintenant j'ai 600 000 euros. Comment je fais, tu vois? Est-ce que je passe avec un agent de conservation, mais du coup je perds cette souveraineté et je m'expose à un risque de contrepartie? Ou est-ce que je passe en multisig? Je sais que le multisig est mieux pour moi, mais il y a ce côté c'est quoi ta solution et comment tu te dis je vais la vendre aux copains? Voilà, donc à la base, c'est ça le problème. Voilà, ça c'est le problème. Ça, c'est le problème, identifié. Ce qu'on a développé, c'est un coffre numérique où l'utilisateur peut gérer ses bitcoins en multisignature. Donc se crée un coffre numérique où c'est un coffre de 2 clés sur 3 où tu as, admettons, donc 3 clés qui protègent tes bitcoins. Il y en a 2 que tu gères toi-même en toute autonomie, donc tu peux faire tes opérations, retirer, etc. Et la 3e clé, tu peux la confier à quelqu'un d'autre, une personne de confiance, notamment Dux, qui va venir agir en tant qu'agent de récupération de tes bitcoins si jamais tu étais amené à perdre une clé. Donc en fait, vous avez des rouleaux de rondelles métalliques poinçonnés avec des 24 fraises que vous stockez dans une armoire? Pas du tout. L'idée, en fait, c'est une clé privée qui est... donc ça, c'est un service qu'on n'a pas commercialisé. Du coup, il y a eu un petit changement. Mais on est dans l'idée de base, là. Voilà, ça, c'était l'idée de base. Donc on a quand même développé ce produit de multisignature que j'utilise moi personnellement. On l'a publié, c'était en avril 2021, en bêta. Donc c'était gratuit, open source, uniquement dédié au Bitcoin et compatible avec Trésor, Ledger et Coldcard. Donc c'était entièrement logiciel? Entièrement logiciel, voilà. Le donc code, moi, avec de n'importe où dans le monde, je peux, en théorie, dans ton idée, je pouvais me connecter au site de Dux, j'imagine, et dire, voilà, je veux une 2+1 et une multi, voilà, et du coup, il y a une clé qui est restée chez Dux que je peux débloquer en passant un coup de fil, en tapant un mot de passe. Alors, c'est sur l'interface, c'est-à-dire que toi, tu vois ton coffre. Il y a 2 clés sur 3, puis il y a écrit, voilà, Richard a 2 clés que tu gères de manière en toute autonomie. Et il y a une 3e clé qui est gérée par Dux, que tu peux en fait, tu peux demander à Dux de co-signer avec toi des transactions de retrait si jamais tu avais une des 2 clés que tu as qui est indisponible,
ou une des deux clés est tout simplement cassée ou ne fonctionne plus, quoi. Perdu, etc. Et comment je fais appel à Dux? Comment je vérifie que c'est bien Dux qui, tu vois, comment ça se fait l'interface? J'appelle Thibaut et puis toi tu te dis bah je réponds au téléphone, ça m'arrivera une fois tous les 6 mois, je facture ça de 50 balles. C'est un logiciel, une interface, donc on fait télécharger le logiciel sur desktop, sur bureau, sur Mac, PC et Linux, hein, les trois OS fonctionnent. Et après l'idée c'est, donc nous on a fait la première partie du produit qui était, voilà, tu peux construire un coffre-fort numérique multisignature en toute autonomie et sécuriser tes bitcoins avec un degré de sophistication beaucoup plus élevé qu'un hardware wallet avec une seule clé. Le côté collaboratif au niveau de la signature, donc co-signataire, où Dux détient une clé sur les trois, ça on l'a pas commercialisé. Et en fait on a décidé de dire ok, on a fait ce premier produit qui est en bêta, il faut qu'il se stabilise un peu, donc on l'a mis en public, en open source. On a eu vachement de feedback, ça c'était entre avril et mai-juin 2021. Et entre-temps, on a développé notre service de courtage. Parce qu'en fait, c'est que quand on a commencé à bosser sur Dux, on a fait aussi l'aspect réglementaire sur le côté. C'est-à-dire qu'on attendait l'enregistrement avec l'AMF, qui a pris, c'est un projet qui a pris à peu près 7 mois. Et donc pendant ces 7 mois, il fallait qu'on puisse développer le produit, mais aussi trouver un moyen de commercialiser notre offre, alors qu'on attendait la validation du régulateur pour lancer notre service régulé, qui est le service d'achat et de vente de Bitcoin qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc là, tu voulais quoi, vendre le logiciel ou vendre comment tu voulais gagner ta vie à la base avec ça? À la base, c'était ce service de co-signature où tu permets à l'utilisateur de récupérer son Bitcoin si jamais, donc comme je te disais, il perd une clé. Ouais. Mais c'est un abonnement? Et c'est un abonnement. C'est un abonnement, c'est un frais récurrent et frais fixes, standard. Et après, tu peux ajouter en fait des services au-delà de ça. Admettons, et on travaille aujourd'hui là-dessus, c'est tout ce qui est héritage. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant le principe de Bitcoin qui est la multisignature, qui est vraiment à la base, ça utilise le script de Bitcoin, c'est dans le protocole, tu peux finalement créer des conditions de dépense de ce Bitcoin et après aller injecter différentes personnes dans cette sécurisation de ton Bitcoin. Et pourquoi pas dire, tiens, là il y a un notaire qui détient une clé, ou un avocat, moi j'en détiens une et ma compagne ou ma maman en détient la troisième, quoi. Et donc faire ou Dux potentiellement en tant qu'agent de récupération. Et alors pourquoi ça n'a pas marché et que du coup tu as fait autre chose? Qu'est-ce qui fait que dans le business model tu l'as remanié en disant C'était plus en fait on a eu le PSAN beaucoup plus rapidement que prévu. Donc ça c'était une bonne nouvelle, hein. Bons avocats et les régulateurs qui sont plus efficaces. C'est quoi, c'est Orwell? Orwell, ouais. On reçoit William tout à l'heure, là, qui arrive. Orwell, meilleur avocat en crypto. Tampon. Et du coup, en fait, ce qu'on s'est dit, là, on avance vachement plus vite avec l'AMF. On sait que ce produit de multisignature, c'est un produit qui est niche. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose grand public aujourd'hui. C'est encore c'est des utilisateurs qui ont une certaine épargne en Bitcoin, mais c'est pas des gens, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui vont mettre 500 € en Bitcoin, quoi. Encore moins 5 €, 10 € en Bitcoin. Et donc du coup, de ce point de vue-là, on s'est dit, bon, ce produit, on l'a développé, il est là, c'était pénible à développer, on laisse de côté, parce que c'est assez complexe. Puis il y a peu de documentation finalement, c'est des produits qui sont aujourd'hui encore assez expérimentaux. Et du coup, de l'autre, on s'est mis à faire ce service de courtage où le client aujourd'hui peut acheter du Bitcoin avec Dux, se faire livrer son Bitcoin sur son propre portefeuille. Et donc du coup, on s'est dit, on remet notre attention sur ce service de courtage qui était à la base en fait l'intérêt principal de Dux. Et après, l'idée, c'est de venir embriquer ces deux services qui aujourd'hui sont séparés dans une offre un peu plus complète qui permet à l'utilisateur d'acheter du Bitcoin directement dans son coffre gardé à froid, qui est ultra sécurisé si évidemment il a les bonnes pratiques de sécurité mises en place. Et donc du coup, au niveau expérience utilisateur, c'est vachement mieux, quoi. Puisqu'aujourd'hui, tu vas passer par un service de courtage,
tu passes par un hardware wallet. Si tu veux faire un produit de multisig, c'est à la mano. Ça se fait avec des logiciels open source qui sont très très bons. D'ailleurs, qui sont bien plus sophistiqués que le nôtre. Le nôtre, c'était une vision MVP de base. Il fallait faire quelque chose de sécurisé mais simple. Mais ça nécessite en fait des compétences techniques qui sont loin de ce que beaucoup de personnes peuvent aujourd'hui peu de personnes peuvent se permettre finalement au niveau technique de mettre en place ces coffres. Pas parce qu'elles sont pas qualifiées, ignorantes ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est intimidant. C'est intimidant et on a peur de faire des erreurs. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, on va faire un produit qui rend la gestion en multisignature plus simple. Et on essaiera du moins de le rendre plus abordable en faisant ce service de co-signature, qui pour l'instant a été mis de côté pour faire ce service de courtage qu'on a lancé en octobre dernier. Là. Du coup, le moment où tu as pivoté, où vous avez pivoté, changé de produit et tout, c'était quoi? C'était une remise en cause? C'était une évolution du projet? C'était comment vous l'avez vécu cette étape-là? C'était plus une reprioritisation, je sais pas si ça se dit. Ouais. Reprioriser les choses. Reprioriser les choses, voilà, où on se dit, bon bah, l'aspect réglementaire, il avance plus vite que prévu. On sait que c'est ça qui va payer, le service de courtage. Donc bah, l'action rationnelle, c'est-à-dire, ok, on met ça en avant, puis on reviendra après sur ce service de co-signature une fois que le courtage il roule et qui fonctionne bien comme aujourd'hui, quoi. Et alors, comment vous avez trouvé les premiers clients en fait pour dire, parce que c'est bien beau de développer un produit, on est super content. Et ensuite, on dit, on fait quoi? Une page web et on attend avec un numéro de téléphone. C'est ça. Ouais. Et bah, nous, ça a été pas mal de bouche à oreille. Pas mal donc on écrit beaucoup, on fait des webinaires et on essaie de créer du contenu de qualité pour essayer de montrer qu'il y a un côté aussi éducatif autour de Bitcoin et de Dux du coup. Puis après, comme on a ce qui différencie Dux aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, l'aspect service. C'est pas une technologie extraordinaire, c'est pas ce produit de multisignature qui a eu beaucoup d'intérêt au niveau de la communauté Bitcoin et notamment au niveau du open source. Mais au niveau commercial, ce qui nous démarque, c'est le fait qu'on prend le temps de s'asseoir avec un client qui va être une personne fortunée ou un particulier mais qui veut mettre un ticket conséquent. Et on lui explique tout de A à Z, et on prend le temps de l'épauler du moment où, on va dire, il a encore un petit peu de scepticisme face au Bitcoin, à l'achat, à la vérification du compte, à la sécurisation de ses Bitcoins, à expliquer à sa femme, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est un petit peu comme Ouais, on aime bien dire que c'est un espèce de conseiller privé en Bitcoin, quoi. Donc ça se fait en présentiel, c'est-à-dire par téléphone, ça se fait... Présentiel, on fait, mais c'est surtout par téléphone et visio, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du rapport humain, quoi. C'est pas des pages Absolument. web ou un produit, hop, vous le recevez, vous C'est débrouillez. pas un bot qui a des réponses toutes faites, quoi. Non, c'est clair. Ouais. D'accord, donc là, vous cultivez en fait un rapport, oui, effectivement, de conseiller. Et vous dites finalement, c'est le temps, je vends du temps passé? Alors, le modèle de rémunération, il est simple. C'est un frais sur le volume de transactions qu'on fait avec nos clients, premièrement. Aujourd'hui, c'est autour de 1,5%. Autour, puisque dépendamment des conditions de marché, c'est un spread qu'on a en place. Ça varie un petit peu. Et deuxièmement, c'est des forfaits qu'on vend à nos clients. Donc, forfait, on a lepackbitcoin.com, par exemple, qui est un forfait qui marche bien avec nos clients, qui permet en fait de s'équiper d'un portefeuille, un hardware wallet, et d'avoir tout l'accompagnement personnalisé pour le mettre en place et le sécuriser. Alors la réalité, c'est que ce service qu'on offre et l'information qu'on offre dans ce service, elle est disponible sur Internet. Donc peu importe, si tu es un petit peu débrouillard et que tu as envie de te débrouiller seul, tu peux. Dux n'est pas un bloquant de ce point de vue-là. On va raccourcir finalement la courbe d'apprentissage et essayer d'accompagner le client qui potentiellement est réticent et qui d'ailleurs se jetterait pas forcément qui franchirait pas l'étape de détenir du Bitcoin si on n'était pas là, quoi. La confiance est plus rare que l'expertise. Clairement, ouais, c'est bien dit. Et du coup, là aujourd'hui, vous êtes combien?
Là, aujourd'hui, on est 3 personnes et un stagiaire. D'accord. Et comment ça s'est passé pour trouver une banque? Ah. La bonne question. Qui fait chier tous les mecs qui travaillent dans la crypto. Ouais. Bah, au début, on leur a pas dit ce qu'on faisait. Ça, je pense, c'est classique. On est dans la tomate. Voilà. Non, attends, on est dans la mepo, nous on vend des pommes. On est dans l'édition de logiciels. Voilà. Et après, en fait, ce qui est très difficile en France, et ça l'est d'ailleurs encore aujourd'hui, je pense, c'est de trouver un partenaire bancaire quand tu es dans l'industrie du Bitcoin sans PSAN. Sans PSAN, c'est impossible. Avec PSAN, donc ce fameux enregistrement auprès de l'AMF, ça se fait, mais c'est déjà difficile. Les grosses banques un peu tradies en France, publiquement en tout cas, elles sont assez réticentes Société de travailler. Géniale, Créancier Lyonnais, tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des banques quand même qui sont un peu plus ouvertes à ça, mais ils font un PSAN, quoi. Donc ça a été, au début, on l'a fait un petit peu en scred. De toute façon, on n'avait pas de flux, on n'avait pas de volume, donc c'était pas un souci. Et puis dès qu'on a eu le PSAN, hop, on a fait le coming out. Vous n'aviez pas sonné toutes les alertes sur la trésorerie du compte. C'est quoi. bon, voilà. C'est ça. Et avec le PSAN, du coup, la banque estime que c'est cachère, quoi. Ils acceptent. Bah, ils acceptent jusqu'à ce qu'ils le refusent. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas eu de compte de fermé. Demain, ça pourra changer, quoi. Moi, je connais des personnes qui ont eu des comptes fermés en étant PSAN. Moi, j'ai mon banquier, j'ai en Suisse, et je l'ai appelé pour lui dire, bah voilà, je connais plein d'entrepreneurs qui sont dans la crypto et qui cherchent une banque et tout. Il m'a dit, non. Sans façon. Sans façon. Et il m'a dit que les entreprises, même qui mettaient leur trésor en crypto, ils commençaient à fermer les comptes, quoi. S'il y a trop de flux vers des wallets ou des exchanges ou des trucs comme ça, le gars il dit non, nous les activités de trading c'est autre chose, quoi. Vous avez des clients, non, des fois qui se font un peu buter par le banquier en disant monsieur, le virement de 20 000 là. Faut qu'on en parle, monsieur, faut venir au bureau. Tout le temps. C'est en fait les banques en France, c'est 3 000 € de faire un virement sans justificatif. Au-delà de 3 000 €, il faut le justifier. Et au-delà de 10 000, il y a un rapport additionnel où il y a des preuves de provenance et de destination des fonds à fournir. Et ça, c'est peu importe que tu achètes des vélos ou du Bitcoin. Hein. Ouais, mais quand tu achètes du Bitcoin... Quand tu achètes du Bitcoin, c'est encore plus compliqué. Et souvent, c'est intéressant parce que tout d'un coup, le banquier se transforme en conseiller ou en gestionnaire de patrimoine. Tu vois. Vous êtes sûr, monsieur? Non, c'est quand même risqué, etc. Et après, moi, je comprends entièrement cette position qu'a le banquier face à ça, parce que y a une attitude, je pense, dans ces institutions qui est très frileuse du risque. On parle beaucoup dans les médias de Bitcoin comme étant un outil de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. La réalité, c'est que déjà, c'est très très minime hein, comme utilisation de Bitcoin. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est observé. Il y a Glassnode, ce matin, on en parlait, qui disait... Chain Analysis, justement, pardon, qui disait apparemment avant c'était quelques pourcents et l'actualisation de ces données de l'argent sale sur Bitcoin c'est 0,14, c'est ça? 0,14%, alors qu'on était à 1% il y a quelques temps en arrière, donc ça régresse et le dollar c'est 5%. Voilà, bien sûr. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que comme Bitcoin est un registre extrêmement transparent, finalement, toute transaction frauduleuse ou liée à des activités de blanchiment ou de financement du terrorisme, on les voit mais tout de suite. Et en fait, de ce point de vue-là, Bitcoin c'est une innovation excellente en termes de LCBFT, en termes de lutte contre le blanchiment. Et terrorisme. Et de financement du terrorisme. En fait, voilà. c'est un outil de surveillance de transactions. Alors on peut dire que c'est malheureux ou que c'est bien heureux, c'est un jugement de valeur et j'irai pas là-dedans, mais disons que ça reste une innovation. Et en fait, le problème, c'est qu'on va le montrer du doigt en disant tiens, là, il y a du financement du terrorisme sur Bitcoin. Oui, mais c'est parce que le registre est transparent qu'on a pu déceler finalement ces flux. Et donc,
encore une fois, je pense que c'est normal que les banques aient cette position face au Bitcoin. C'est à juste titre, parce qu'il n'y a aucun intérêt finalement à aller au-delà du gros titre médiatique et d'aller creuser un peu plus le sujet, quoi. Est-ce que tu es à l'aise sur ces questions de sécurisation, de traçabilité de Bitcoin sur la blockchain? C'est un truc que tu as creusé ou pas? Un petit peu, ouais. Parce qu'en fait, moi, il y a une grande question que je me pose, c'est tu arnaques quelqu'un, hop, voilà, tranquille, tu pars avec les bitcoins, et après tu les passes dans un mixeur. Ouais. Et ben après, le policier, il perd ta trace avec le mixeur, non? Tu vois, je me dis, est-ce que les 0,14% et tout, c'est que le crime a besoin de se professionnaliser, tu vois, les bonnes pratiques criminelles ont besoin de se répandre, ou alors c'est juste que non, en fait, le mythe du mixeur, ça marche, mais pas avec le FBI, parce que les mecs, ils rattrapent les gars par d'autres moyens, etc. Est-ce que... Après, ça dépend de l'implémentation du mixeur. Et je ne suis pas cryptographe, mais il y a du mixing aujourd'hui. On parle d'implémentation CoinJoin, Chaumian CoinJoin. C'est le titre un peu technique. Bon, il y a 2 grands wallets dans l'industrie qui font ça. C'est Wasabi et Samurai. Après, il y a un grand débat dans l'industrie au niveau de lequel est la bonne implémentation, lequel est la mauvaise, voire limite frauduleuse. Mais on bute le FBI avec ça? Mathématiquement, en fait, c'est très difficile, voire impossible. En fait, c'est toute une question de plausible deniability. C'est-à-dire que sur la blockchain de Bitcoin, il y a une traçabilité. On peut voir un UTXO qui bouge d'adresse en adresse. Mais à un moment donné, c'est vrai que si tu pars dans un CoinJoin, tu coupes finalement ce lien-là et c'est un peu comme une téléportation du Bitcoin dans un autre UTXO. Ce qui fait que la traçabilité, elle est perdue. Après, on peut voir évidemment que ça a été ce UTXO, donc ce Bitcoin est passé dans un CoinJoin. Et le problème, en fait, c'est après. Parce qu'après le mixage, le Bitcoin a été mixé, a été nettoyé, peu importe l'adjectif. Il ne faut pas par exemple, si tu remélanges ce Bitcoin avec un autre Bitcoin, tu vas déanonymiser ce Bitcoin qui avait été préalablement nettoyé ou mixé, quoi. Donc en fait, c'est encore assez technique et je pense qu'il y a des problèmes aussi en expérience d'utilisateur et en éducation où les gens tout simplement ne le savent pas, qu'il faut faire attention à ça et c'est de la gestion de coin, c'est de la gestion de UTXO, donc c'est un domaine un peu plus technique. Fait, si je vais voir mon banquier avec des bitcoins que j'ai mixés, qui ont été mixés, il va se dire, monsieur, il vient d'où? Enfin, un banquier informé, futuriste, etc. Parce que là, déjà, c'est du banquier plus. Là, on est dans le banquier qui roule les moustaches, quoi. Et il va dire, mais monsieur, il vient d'où? Il va taper sur son logiciel analyse, puis il va faire, mais il n'est pas cher, votre bitcoin? Oui. Il sent. C'est ça qu'on est en train de se dire. Clairement, et je pense d'ailleurs de ce point de vue-là, il va y avoir, ça c'est une thèse un peu personnelle, mais qu'il va y avoir finalement 2 bitcoins. Le bitcoin qui évolue et qui se diffuse dans un écosystème qui est réglementé, qui est régulé via les PSAN, où il y a du KYC, il y a du AML et il y a du custodial. Potentiellement même que l'envoi en fait, de Bitcoin depuis ces entreprises régulées vers des wallets qui sont non KYC. Donc mon wallet Blockstream que j'ai mis sur mon ordi, quoi. Par exemple, potentiellement que ça, dans le futur, ça pourrait être amené à être stoppé. Mais il n'y a aucun intérêt à stopper le wallet maison parce qu'en réalité, tu es purement traçable. Je veux dire, moi, un mouvement on-chain de Bitcoin, une transaction Bitcoin d'une adresse à une autre, n'implique pas forcément un changement de propriétaire du Bitcoin. Oui, c'est ça. Donc si j'ai des impôts à payer, je veux dire, bah voilà, mon Bitcoin, il était là, j'ai une traçabilité, label rouge au top, quoi. Je peux dire aux impôts, voilà exactement ce que j'en ai fait et tu vois, tant qu'il n'est pas passé dans un mixeur. Absolument, mais tu pourrais dire aux impôts,
que tu l'as vendu il y a 3 ans quand il a bougé, alors que tu l'as toujours pas vendu ou que tu l'as vendu. C'était mon wallet, quoi. Ouais. Voilà, même s'il y a eu des mouvements, tu vois. Oui, mais si je l'ai vendu, il faut que je montre l'argent qui est rentré quelque part ailleurs. Si je t'ai vendu ma voiture, je fais OK monsieur, où est l'argent? Où est la trace de l'argent? Bah, mais je l'ai vendu contre des coquillages. T'aurais pu payer pour un service, oui, acheter de l'électronique, un iPhone par exemple. T'as une facture. Voilà, il y a une facture. Oui, non, mais bien sûr. Après, voilà, c'est ça. Je l'ai échangé contre des coquillages à un Amérindien, tu vois. Il dit, monsieur, on n'est pas loin de l'accident de bateau, vous savez, là, ça va pas marcher. Cet accident de bateau, c'est un mime, on est d'accord. Mais la réalité, c'est que comment est-ce que tu prouves que c'est pas arrivé, finalement Pareil avec, on peut parler de donation, on peut parler. Alors après, évidemment, quand on vend du Bitcoin, de toute manière, il faut le déclarer aujourd'hui, il faut payer ses taxes sur la plus-value, ça c'est clair. C'est pas un conseil fiscal, évidemment, tout ça, mais ça reste qu'aujourd'hui, en France, la plus-value sur le Bitcoin, elle est imposée. Voilà. Quand tu as une obligation fiscale, tu la remplis. Au niveau du CoinJoin, ça rend la traçabilité beaucoup plus compliquée pour les autorités de surveillance et les entreprises qui font du Chainalysis. Et d'ailleurs, les entreprises comme nous qui sont régulées en tant que PSAN, on se doit en fait d'utiliser ces outils-là dans la mise en place de notre politique LCBFT. Non, l'analyse de chaîne. Ouais. Ah oui, donc quand il y a un client qui se connecte à vous, globalement, vous avez une obligation de traçabilité sur l'analyse de chaîne? En fait, qu'est-ce que veut le régulateur? Le régulateur, il veut savoir que les entités qui régulent, en l'occurrence les PSAN, sont au courant de la provenance des fonds et de la destination des fonds. Et que les flux entrants et sortants soient... qui respectent la conformité en vigueur dans la juridiction. Pas d'armes, pas de drogue. Voilà, pas d'armes, pas de drogue, pas de gambling même non régulé, etc. etc. Et du coup, dans certains cas d'usage et pour certains cas de profil client, avec un risque plus élevé que la moyenne, le PSAN on va lui demander de vérifier la provenance des fonds ou la destination d'ailleurs, avec un outil d'analyse de chaîne. D'accord, voilà. Donc c'est ça, derrière le PSAN, c'est tout ça quoi. Le PSAN à la base, oui c'est ça, c'est vraiment c'est des mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme liées aux actifs numériques quoi. Ouais d'accord, donc on est loin des enjeux nationaux sur le Bitcoin, c'est surtout on veut pas de barbu, pas de calage, pas de voilà, tu vois. Enfin, on essaye de mettre un minimum de ménage dedans, quoi. C'est la censure minimum acceptable, quoi. Ah, d'accord. Et du coup, ça, finalement, vous l'avez beaucoup plus vite que prévu. Donc, ça veut dire que vous avez réussi à coder les bons binious qui se connectent à la plateforme pour faire la traçabilité. Et là, on vous dit, hop, c'est bon, vous êtes homologué, vous avez le tampon PSAN. Et à ce moment-là, comment tu fais pour trouver des clients ? Tu dis parler de stratégie de contenu, c'est intéressant ce point-là. C'est quoi une stratégie de contenu? Alors, diverses et variées. Nous, notre stratégie, c'était de dire, ok, on se positionne sur l'épargne en France, qui est un sujet très tabou pour les Français, puisqu'on est, voilà, on est très prudent, un peu picsou les Français sur l'épargne. On est très, on prend pas de risques, et c'est bien. Et en même temps, je pense que le Français, de manière générale, manque un petit peu d'informations sur l'épargne au niveau des rendements, par exemple, qui aujourd'hui sont négatifs en réel, c'est-à-dire nominal ajusté à l'inflation. Et du coup, de ce point de vue-là, l'idée, nous, c'était de dire, OK, on a Bitcoin, on sait que c'est un outil qui est très intéressant potentiellement pour une épargne à long terme, en tant que diversification d'épargne. Et de l'autre, il y a un côté, il y a une épargne qui est là, il y a beaucoup d'encours sur les livrets A. On n'a jamais eu autant d'épargne en France qu'aujourd'hui. Livret A et livret de développement durable et solidaire, je crois que c'est 440 millions d'euros. Milliards. Et là-dedans, en fait, tu as une perte de capitaux garantis par an qui est la perte liée à l'inflation. Inflation moins le taux, on doit être, je sais pas, à moins 2% net, quoi, un truc comme ça aujourd'hui. Même plus, puisque le taux nominal du livret A, c'est 0,5. 0,5, je crois que c'est 0,7, ça a baissé. Peut-être qu'il a été augmenté. Allez, ouais, 1%. Allez, 1%. Allez, c'est cadeau. Allez, c'est cadeau. Voilà. L'inflation en Europe, là, décembre 2021, c'est 5%.
Alors en France, peut-être que c'est un petit peu moins. Après, c'est une inflation qui est officielle. Évidemment, les constituants du panier d'inflation, ils sont modifiés. Voilà. Mais donc du coup, ton retour en réel, il est négatif. C'est-à-dire que le français perd son pouvoir d'achat. On lui vole en fait un petit peu de… Entre moins 4 et moins 10, quoi, en gros. Voilà, mais c'est énorme. Puisque moins 4% par an, sur, je sais pas moi, allez, on va dire 15 ans, c'est du moins 50%. Ouais. Ah ça pique. Ça pique énormément. Et je veux dire, une épargne sur 20 ans, enfin moi j'ai même pas 30 ans, mon épargne, je la vois sur 20 ans facile. Non mais c'est sûr. Et donc il y a un problème, il y a une défaillance absolument gigantesque à ce niveau-là, qui pousse d'ailleurs les gens à spéculer sur plein d'autres classes d'actifs différentes. La SPCI par exemple en ce moment, c'est le truc à la mode, quoi. C'est l'immobilier papier, la pierre papier. Il y a évidemment les marchés boursiers, il y a l'art, il y a l'or, les métaux précieux, même si c'est un peu plus rare. On finit sur la Air Force le dimanche matin avec des conneries pareilles. Ça c'est… forcément. Clairement. Oui. Et donc du coup on s'est dit voilà, on sait qu'il y a une défaillance de la monnaie, on sait que Bitcoin est une solution potentielle qui est intéressante, donc on va écrire, on va faire du contenu, des vidéos, des webinaires, des blogs, des rapports un peu plus privés pour nos clients et essayer d'éduquer d'éduquer le client et le prospect là-dedans, quoi. Et du coup, c'est une stratégie de vous publier vous dites quoi, je vais faire un site web, je vais publier des articles et puis je vais faire avoir une audience et je vais vendre à mon audience. Ouais, exactement. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui viennent nous voir. Ah tiens, j'ai lu votre article, que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine plus récemment qui viennent nous voir et qui disent là, ce que vous avez écrit, ça me parle. J'ai des clients qui me parlent un peu de Bitcoin, mais je ne sais pas trop comment les conseiller. Trouvons un moyen de travailler ensemble. C'est exactement mon business et tout ce que je monte. C'est-à-dire que grâce aux vidéos qu'on fait, que ce soit sur finance, crypto ou entrepreneur, je me constitue un réseau. Et globalement, aujourd'hui, là où moi je gagne le plus d'argent, c'est grâce au réseau. Par exemple, là, on a fait un truc en Turquie. Le gars que je connais en Turquie, c'est quelqu'un qui m'a contacté. On discute depuis 2 ans. Il est entrepreneur et puis on s'échange. Il a des boîtes dans le BTP. Et puis il y en a un autre. Tiens, j'ai une opportunité. Et en fait, tu découvres des moyens de placement. Enfin, moi aujourd'hui, c'est surtout avec les placements que je gagne de l'argent grâce au réseau que tu fais sur YouTube. Mais au début, le premier step, c'est effectivement de te faire connaître pour construire la confiance. Et une fois que tu as la confiance, tu démontres et tu vends ton expertise. Exactement, peut-être qu'on fera un grand angle Bitcoin à la place de grand angle crypto. mais tu vois, il y a vraiment ce lien en fait. Il faut arriver à parler aux gens, à montrer ce que tu as dans les tripes et puis à acquérir la confiance. Et une fois qu'on se parle, qu'on se connaît, on peut faire du business. Clairement. Tu vois, et honnêtement, YouTube, c'est excellent. Nous, on l'a pas trop utilisé encore. Enfin, c'est encore au tout début. Twitter, c'est une plateforme qui est extraordinaire parce que tu peux finalement interagir avec tout le monde. C'est hyper ouvert et c'est hyper méritocratique dans le sens où c'est la meilleure idée qui gagne. Alors après, évidemment, il y a de la censure de plus en plus, etc. Mais… Ouais, puis les seins de Nabila, c'est une idée qui marche bien, tu vois. Ça marche bien. Mais globalement, il y a l'idée, si tu peux faire de la promotion de contenu de qualité. Voilà. Il y a aussi des chats qui rigolent et des chats fusés, mais voilà, Oui, mais après, libre à toi de te créer ta chambre à toi et ton réseau et le cercle qui t'entoure, finalement, reflète le contenu que tu vas créer, quoi. Et alors, c'est quoi les perspectives? C'est de dire, là, on est 3, on est bien, on va se faire nos clients, on se cale, t'es en France, donc on se cale sur 4 000 € par mois pour pas trop payer d'impôts, et puis après on arrête? Ou alors, t'es en mode, non, moi je veux faire la multinationale de 2000 salariés, conquérir le monde et bitcoiniser la planète? Quel projet te tente? À quoi tu rêves quand tu fermes les yeux? Parce que je parle jamais de business plan. Pour moi, les business plans, c'est pour les comptables. Ouais, clairement. Quelles sont vos projections sur les 12 prochains mois? Je sais pas, vous voulez quoi? En fait, l'idée, c'est de rester autonome, d'être le plus indépendant possible, comme on l'est depuis le début. C'est-à-dire que Dux, c'est mon argent qui l'a financé, c'est l'argent d'Alex, c'est l'argent d'Ambre.
Il n'y a pas eu d'investisseurs externes depuis le début. Bien que, en toute honnêteté, on a eu une petite aide de la BPI qu'il faut saluer. Ah ouais, vous avez eu un financement BPI? Ouais, on a fait le financement via un incubateur. 5 millions, 10 millions? Voilà, ouais. Tout dans Bitcoin. Et Ils ont donc, financé du Bitcoin, enfin un projet Bitcoin. Ouais. Bah, on peut saluer ça quand même. Parce que, bien sûr, absolument. Oui, clairement. C'est loin de leur base. Et l'intitulé du projet qu'ils ont financé, c'était la première néobanque Bitcoin en Europe. Ouais, donc c'était vraiment annoncé. Voilà, c'était annoncé noir sur blanc. Ouais, c'était pas du blockchain bullshit. Pas de blockchain bullshit, c'était Bitcoin seulement. Et c'était justement l'idée de financer le projet de développement. Après, on peut dire combien c'était ou c'est secret? Non, c'est 30 000 euros. Oui, donc c'est quand même public, significatif. Ah, absolument. Voilà, ah, ok. C'est pas 500 balles, quoi. Ouais. Non, absolument. Non, c'est clairement significatif. Et ça sert justement à payer tout le développement en fait, de cet outil de gestion de clés et de faire ensuite l'intégration technique entre nos deux produits dans le futur, quoi. Donc non, c'est clair que c'est hyper important. Et c'est beau dans un sens, puisque c'est vrai qu'ils financent une innovation qui est liée directement au Bitcoin et il n'y a pas eu besoin de partir dans des discours un peu plus évasifs, type blockchain pour la supply chain, quoi. Voilà. les NPIC de la blockchain. Voilà, c'est ça. Et ça a été pénible. En gros, moi, les aides, j'en ai jamais sollicité parce que je me dis, si je passe 6 mois à demander 5000 balles, c'est bon, quoi. Laissez-moi tranquille. C'est intéressant comme retour. Combien de temps ça t'a pris pour avoir en montage de dossier Alors, ça a pris 1 an. Ah ouais. Après, on n'était pas full time dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'était long. C'était long et si j'étais amené à le refaire, est-ce que je le referais? Peut-être pas, je sais pas. Ça, c'est un rapport entre ton temps, les contraintes, les machins, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tendance à dire aux gens qui se lancent. Après, je crache pas dans la soupe, hein. C'est génial qu'on ait pu avoir cet argent qui est de l'argent gratuit. C'est une subvention de la BPI, qui est une banque publique d'investissement. Donc c'est clair que c'est top de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que c'est un processus qui est très fastidieux, qui est très administratif, où finalement nous on avait peu de visibilité sur le temps de finalisation du projet, quoi. Et d'ailleurs, je ne parle pas que de la BPI, il y avait d'autres acteurs dans la procédure qui étaient impliqués, et c'est vrai que c'est long, mais après, si tu fais un business sur le long terme, 1 an, finalement, c'est assez court. Ouais, après, c'est toujours la question, est-ce que je fais quelque chose de plus petit et d'un peu moins opérationnel, mais c'est pas grave, je vais colmater à la main, tu vois, parce que j'aurais pas... Mais j'avance. Ou alors, est-ce que je plonge dans les méandres de l'administratif, tu vois, en disant... On peut y rester, hein. Hein? On peut y rester dans ces méandres, hein. On peut devenir... au Canada, on parle c'est grant entrepreneur, c'est-à-dire que tu vas chercher les subventions et tu fais que ça. Non. C'est ça ton business et au final, tu tombes dans une espèce de bureaucratie terrible, pleine d'inertie, où des fois même tu vas devoir promettre la lune en termes de technologie, etc. et développer même des technologies que le marché ou tes clients ne veulent pas, juste pour aller chercher la subvention. Ça, c'est de la clairement blockchain quantique. Voilà, c'est de la blockchain. Voilà. Blockchain quantique pour remplacer Clairement. Bitcoin. Ouais. Clairement. Et donc, de ce point de vue-là, ouais, il faut faire ça si tu as un projet clairement de recherche et de développement, mais qui s'ancre dans une stratégie commerciale, quoi. Et nous, en fait, l'idée de Dux, donc c'est ça, c'est de rester indépendant, mais c'est aussi d'avancer doucement, pas forcément d'aller chercher à faire une croissance de débile où on fait du 10x tous les ans parce que si tu grossis trop vite, tu as forcément des vergetures, quoi. Et l'idée, voilà, c'est d'éviter les vergetures. Mais qu'est-ce qui va? Je me rends avec la tête dans les mains là. Mais non, on rigole, on est bien, on est tout seul, on est tranquille.
Ouais, donc aujourd'hui, vous avancez pas à pas et puis vous verrez où est-ce que ça vous mène. On développe vraiment le business avec nos clients, pour nos clients, de manière indépendante. On s'autofinance avec un peu d'aide de la BPI. Et il faut que je le dise. Et puis voilà. Et puis après, on continue comme ça. Et l'idée, c'est de rester stable et consistant, quoi. Est-ce que tu peux expliquer en quoi c'est cool de ne pas savoir de quoi sera fait demain et de dire bah, globalement ça peut tout foirer en 3 mois et pour autant quand on se lève on est content quand on est entrepreneur? Quelle est cette espèce de maladie psychiatrique qui fait que tu te dis ça peut foirer et, tu vois, et pour autant je suis bien, je suis content? Ouais, je dirais, sans faire le philosophique à 2 balles, que finalement c'est un peu la vie, quoi. Tu sais pas trop de quoi demain sera fait, il y a de l'incertitude. Et quand tu lances une boîte, c'est un peu la même chose. Et après, moi je me dis, en fait, j'ai un choix qui m'est offert tous les jours. C'est le choix d'un côté de la sécurité et de l'autre la liberté. Et je me dis, bon bah, soit je choisis la sécurité, qui c'est vrai, c'est le confort, c'est prévisible, c'est stable et je sais, entre guillemets, de quoi demain sera fait. Ou alors je fais le choix de la liberté et je me dis, bon allez, je tente un truc et bah, t'avances là-dedans au mieux que tu peux, tout en restant positif et en essayant de débloquer les nombreux problèmes que, en tant qu'entrepreneur, auxquels tu vas te confronter. Et puis Inch'Allah, quoi. Et après, bah, si ça marche bien, bah, c'est génial, on continue. Si ça foire, bah, on persévère. Et si malheureusement il faut s'arrêter, bah, on s'arrête, on fait autre chose. Mais je pense que on nous apprend vachement à privilégier la sécurité plus que la liberté. Surtout dans l'éducation en France, je trouve. Par exemple, j'étais au Canada et aux US, c'est vrai que c'est OK, let's go, on y va, on essaie, et puis si ça foire, on passe à autre chose, quoi. En France, c'est vrai que se lancer et se planter, j'ai une généralité, hein. Après, les généralités, c'est faux, mais c'est vrai que peut-être qu'on est un petit peu plus réticent et qu'on met un peu plus la sécurité de côté. Et voilà, je me suis dit, je suis jeune, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de dette, qu'est-ce que j'ai à perdre finalement à part des apprentissages, quoi. Alors, encore une fois, ça fait un peu sortir les violons, il nous fait la leçon, pas une leçon de morale, mais disons le cours de base que tout entrepreneur dirait, c'est faut essayer, faut se lancer et franchement après on a des bonnes surprises, quoi. Mais c'est vrai que tu sautes et voilà, t'es en train de coudre ton parachute alors que tu es en chute libre et tu l'enfiles et tu essaies de t'assurer que le vol se fasse bien et que la chute soit douce. Thibaut, merci beaucoup. Un plaisir de t'avoir reçu sur Grand Angle. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.